Alors bonjour à tous, merci d'être avec nous. Comme vous le savez, nous avons la semaine dernière lancé le cycle de webinaires que nous aurons à partir de maintenant tous les mardis de midi à 13h. Et aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume Grèze. Merci infiniment, Guillaume, d'être avec nous. Bonjour Et Karine. Guillaume est donc référent pénal. Il assure des permanences pénales depuis une vingtaine d'années. Il est formateur en droit pénal d'urgence et puis il est ancien président de la section parisienne du SAF. Guillaume, Louis et moi, nous avons commencé à échanger avec toi à l'occasion d'une permanence au tribunal judiciaire il y a quelques semaines. Et les échanges étaient passionnants et Louis et moi, on avait envie d'organiser ce webinaire pour poursuivre les échanges avec toi et en faire profiter aussi tous les gens qui sont connectés aujourd'hui sur finalement l'accès au droit, qui est un sujet qui est très important pour nous, et sur des sujets de comment le développer, ce que ça peut apporter aux avocats, comment organiser aussi la mission au sein de l'ordre. C'est de tout ça qu'on voulait parler avec toi. Louis, peut-être je te laisse rebondir. Oui, mais je crois juste peut-être rappeler, je ne sais pas si tu l'as dit, que Guillaume surtout connaît très bien ce sujet-là et qu'il a été membre du Conseil de l'Ordre. Non, je n'ai pas été membre du Conseil à Louis. Ah bon? Non. J'étais persuadé. C'est une erreur. T'as failli. Oui, voilà, c'est une erreur. T'as failli. Ah ça, oui. Bon, d'accord, ok. Mais enfin bon. Bon, bah, c'est comme ça qu'on voit que moi j'étais persuadé tellement tu es un expert dans ce domaine, franchement, et donc je voulais te remercier beaucoup pour cela. Non, c'est un sujet, je le dis tout de suite pour commencer, le sujet de l'accès au droit, on va bien sûr parler d'AGI, mais pas que. Et c'est important de le dire parce que l'accès au droit, et je crois que tu vas peut-être commencer par ça, c'est l'accès aux clients. Et donc, comment peut-on se servir ou profiter de l'accès au droit pour avoir aussi accès aux clients? Et puis, on reparlera ensuite des autres conséquences qu'on peut avoir jusqu'à naturellement les modalités de l'AGI. N'hésitez pas, juste pour terminer, parce qu'après je vais laisser la parole à Guillaume, qui n'est donc pas un ancien membre du Conseil de l'Ordre, mais un futur donc membre du Conseil de l'Ordre, pour vous l'avez compris du coup, pour vous dire que vous pouvez, n'hésitez pas à vous servir du chat, de commentaires. On peut vous lire, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de prendre ce biais-là pendant que Guillaume parlera. Nous, on peut regarder et poser des questions. Voilà. Merci en tous les cas à toutes et tous d'être ici. On a plus de 100 inscrits hier. Alors, j'ai pas regardé ce matin. Donc, merci à vous toutes et tous de nous suivre. Guillaume, alors, accès au droit, c'est aussi l'accès aux clients. Oui, l'accès au droit, alors, si on fait du plus petit au plus grand, du plus petit, c'est un service important de notre ordre, qui, en gros, traditionnellement, chapeaute tout ce qui est AGI, aide juridictionnelle, civil, pénal, permanence pénale, au tribunal, dans les associations, bus de la solidarité, et jusqu'à ce que vous avez vu il y a quelques jours, l'avocat dans la cité, c'est-à-dire cette présence institutionnelle, annuelle, maintenant on en parlait hier, je pense depuis peut-être 10 ans, oui. Je sais pas, à peu près, qui est l'image extérieure de notre barreau à l'égard, on va dire, de nos compatriotes, enfin de nos concitoyens dans la ville, d'accord. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Paris, c'est 2 millions d'habitants, c'est ce que je disais hier, à peu près 1 million de personnes supplémentaires qui rentrent et qui sortent, qui viennent travailler. Et donc, c'est un potentiel extraordinaire de clients. Et qu'il est vrai, le service d'accès au droit de notre ordre et tous les permanenciers, la plupart sont bénévoles, etc., font un travail très important déjà. Mais c'est vrai que, c'est ce que je disais à Karine, jusqu'à maintenant, on l'a fait, comment dire, un peu dans l'esprit, il y a des gens en difficulté qui ne connaissent pas leurs droits, il faut les aider. Donc, on fait le bus de la solidarité, on va dans des associations avec qui on a des partenariats, d'accord, pour droit au logement, droit des étrangers,
droit pénal, d'accord? Donc on essaie de rentrer dans le tissu associatif, etc., d'être le plus présent possible. Et puis, au tribunal, on a nos permanences, hein, du lundi au vendredi. Des gens peuvent venir, ce que je te disais hier, c'est à peu près une trentaine de personnes qui viennent chaque jour et qui rencontrent des avocats de permanence, enfin, pour une première consultation, d'accord? Donc voilà, et puis les permanences pénales. Mais c'est vrai que ce qui est en fait un domaine énorme de clientèle, on l'a traité un peu jusqu'à maintenant collectivement, hein, comme soit du pro bono, soit il faut aider des gens en difficulté. Et la vraie question, et c'est ce que vous avez vu dans l'avocat dans la cité, c'est qu'en réalité, est-ce qu'il ne faut pas être plus offensif, qu'on aille plus vers l'ensemble des Parisiens, Parisiennes ou des gens qui viennent dans Paris, tout simplement parce que il suffit de voir, nous, dans notre vie, quand on croise des gens, etc., dès qu'on discute, qu'on dit qu'on est avocat, très vite, on va avoir une demande de conseil, une consulte sur une situation d'habitant, d'endettement, d'héritage, de succession, je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que je pense qu'on peut aller plus loin. Enfin, c'est ce que je crois que vous portez. Oui. Et que c'est assez extraordinaire parce que on en parlait actuellement, enfin, il y a une mode dans notre profession, mais c'est très bien. Hein, on dit il nous faut de nouveaux domaines d'activité, mais c'est toujours pareil dans les professions, c'est-à-dire qu'on veut toujours avoir de nouveaux domaines d'activité, mais c'est bien aussi de se concentrer sur son domaine d'activité. Et c'est vrai que dans les permanences, je pense qu'on peut aller plus loin. On va en parler, hein, les consultes, on parlait par exemple d'une possibilité d'une consultation peut-être numérique sur notre site, déjà, quand on cherche un avocat. Et puis, avocat dans la cité, on voit l'écho que ça a, mais c'est une fois par an. Alors, comment on peut passer... Est-ce qu'il n'y a pas des étapes intermédiaires entre avocat dans la cité une fois par an et puis les permanences au tribunal? Il y a peut-être plus les permanences dans des associations. Comment être plus présent sur Paris? On parlait du bus de la solidarité qu'on pourrait... alors, le bus de solidarité, il a été fait au départ pour des gens qui étaient vraiment en situation de grande précarité. C'est-à-dire qu'on va porte de la Chapelle, porte de Clignancourt. Mais par exemple, je le dis mais sans provocation, mais je pense qu'on n'est jamais allé place Saint-Sulpice. Non. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, est-ce que ce bus de la solidarité ne peut pas être également le bus du barreau de Paris qui fait que, alors je connais pas, qui fait qu'on soit un peu présent partout? Oui, donc premier point, effectivement, est-ce qu'on peut étendre le dispositif déjà mis en place, que ce soit le bus de la solidarité qui circule effectivement 3-4 matinées même pas par semaine. Est-ce qu'on peut étendre les permanences au tribunal? Là aussi, c'est que la matinée, ça finit à 14h. On pourrait continuer. Et puis, on pourrait avoir peut-être aussi des permanences plus large, hein. On a des permanences sur le pénal d'urgence, sur les rétentions administratives, sur certaines matières, l'hospitalisation d'office, mais sur le pénal, on va dire, de convocation normale, il n'y a pas de permanence. Effectivement, surtout, c'est ce que je disais, hein, on en a parlé ensemble. Aujourd'hui, on a des permanences, des commissions, des permanences pénales en droit pénal d'urgence, c'est-à-dire comparution immédiate, CRPC du jour, mise en examen du jour, on a vu hospitalisation d'office, d'accord, contestation des étrangers en situation en centre de rétention administrative. Voilà, rétention administrative. Mais par contre, tout ce qui est audience civile du jour, il y a ou en tout cas audience pénale du jour, on n'a pas de permanence. C'est-à-dire que tous les jours, je sais pas, on sait nous tous que tous les jours, du lundi au vendredi, on a X audiences le matin au juge unique au pénal, l'après-midi en collégial, où des gens sont cités à comparaître, peu importe. Et alors, pardon, peut-être effectivement on pourrait étendre dans les sujets, on pourrait étendre dans le temps. Alors, on a une bonne observation de notre confrère Lacour sur le chat qui nous dit, mais aussi depuis la pandémie, c'est vrai que beaucoup de gens apprécient des rendez-vous en visio. Donc peut-être qu'on pourrait avoir tout simplement gardé les permanences en physique, je crois que c'est de 9h à 14h au tribunal, c'est ça, et à partir de 14h, pourquoi pas avoir, parce que les permanenciers ne peuvent pas se taper, pardonnez-moi l'expression, toute la journée en dehors de leur cabinet non plus, mais avoir une relève qui pourrait être faite par d'autres permanenciers, mais cette fois-ci à leur cabinet. En face de leur écran avec des rendez-vous visio faciles à prendre
Oui. à faire. On en a parlé, Guillaume, de cela en parlant de, je pense que tous les confrères connaissent avocat.fr, hein, du CNB. Karine et moi, on a été au CNB, on a participé à la création de cette plateforme, mais qui est une plateforme pour les cabinets de tout à chacun. Oui. L'idée là serait d'avoir un peu une plateforme aussi de prise de rendez-vous, mais non pas au cabinet, mais de prise de rendez-vous à la permanence. Et puis, les permanenciers qui seront là prendront au fil de l'eau, si j'ose dire, en fonction des jours, etc. Mais effectivement, pour accroître en fait l'offre d'accès au droit et donc accroître les possibilités pour les avocats d'avoir ou de rencontrer leurs clients, on va dire un mot peut-être sur le droit de suite, Guillaume, juste après. Ouais. Eh bien, ça serait effectivement une bonne chose que d'étendre effectivement donc le bus de solidarité, parce que souvent c'est des gens qui n'ont même pas accès au numérique. Oui. Donc ça on garde. Bien sûr. La permanence. Ouais, et après nommer, comme disait Guillaume, peut-être bus du barreau de Paris pour ouvrir le champ. Oui, moi ce que je pense, c'est que, alors, une permanence numérique, oui, il nous en faut une. Aujourd'hui, on a un site, bon, il est ce qu'il est, moi je pense qu'il faudrait un peu le redynamiser, mais bon, oui, ça fait partie un peu des projets, ça. Hein, on peut en parler, mais parce que quelqu'un qui cherche, j'imagine, un avocat, alors il peut aller sur la plateforme d'une CNB, mais là, la plateforme d'une CNB, il va voir, il cherche par spécialité, pour un nom, etc. D'accord ? Voilà. J'imagine que quelqu'un qui cherche un avocat, ou peu importe, qui a une question juridique, il doit très vite tomber sur le site du barreau de Paris et on doit voir qu'il y a des permanences numériques. Alors, par thème, alors deux choses, ça permettrait de valoriser nos confrères spécialisés, hein, droit du travail, droit fiscal, droit au logement, droit des étrangers, tout ce qu'on veut. On peut mettre tout, hein. On peut mettre droit des affaires, voilà, pour les artisans, enfin, tout est possible. Voilà. Et comment inciter d'abord, ça serait aujourd'hui, je pense que c'est indispensable pour notre ordre, hein, d'être présente numériquement. Hein, voilà. Et ensuite, oui, alors je crois que, excusez-moi, mais je crois que ça commence à être fait, mais complètement d'assumer, c'est que là, par contre, le permanencier, c'est une première rencontre. Moi, j'appelle ça, quand je reçois des gens, c'est une sorte de premier rendez-vous, alors que certains font rémunérer ou pas, chacun est libre de voir comment il agit. Mais on va dire qu'il y a une première prise de contact, d'accord, qui permet de voir si, de faire le tri, hein, elle est un peu l'essentiel. Mais très vite après, il faut pouvoir donner sa carte, dire aux gens, voilà, les permanenciers auraient signé une charte, comme quoi ils peuvent donner leurs coordonnées, suivre le dossier. Leur seul engagement, c'est d'appliquer ce qui est notre déontologie, hein, c'est-à-dire de vérifier si les personnes ou non ont accès à l'aide juridictionnelle, s'il y a un contentieux, hein, parce qu'il n'y a pas d'aide juridictionnelle sur le conseil, on est d'accord, hein, voilà. Et ensuite, de proposer préalablement à toute facturation une convention d'honoraires, tu vois ce que je veux dire, où, voilà, s'il n'y a rien de... Je dirais, tout ce qui est notre déontologie actuelle. Mais il faut qu'effectivement, ces permanences, il n'y a pas de frein à ce que nos confrères donnent leur carte, suivent le dossier. Ça, il faut l'ouvrir. Ça, c'est, je ne sais pas pourquoi avant on s'était bloqué, il y avait un côté, je ne sais pas. En tout cas, je sais maintenant, il me semble que maintenant, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il faut quasiment l'assumer là. Tu vois, il faut dire voilà, vous vous engagez. Si vous rencontrez quelqu'un qui veut vous suivre le dossier, bien entendu, vous pouvez le faire. Vous êtes libre de le faire ou pas. Et vous pouvez donner vos coordonnées, proposer une convention d'honoraires, puis voilà quoi. Donc, officialiser, clarifier la règle pour que les confrères comprennent que assumer des fonctions d'accès au droit, c'est pour eux accéder à une clientèle. Exactement. Et qu'ils sont libres de suivre ou pas, comme nous, on est libre si on reçoit quelqu'un, si quelqu'un nous appelle. Vous voyez ce que je veux dire, ce qu'on a tous, c'est-à-dire un ami nous demande où est-ce que je peux t'appeler en droit du travail ou en droit de la famille ou je ne sais pas. Première conversation. Enfin voilà quoi, qu'on puisse suivre et je pense que parce que est-ce que tout le monde est dans l'AJ? Pas sûr. Il faut être clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus aussi. Bien informer les gens préalables. Qu'est-ce que l'AJ? 1 200 € de revenus mensuels pour une personne, voilà. Et ensuite, alors peut-être dans le cadre d'une charte, d'avoir une grille tarifaire
incitative, où on pourra en parler, quoi. Mais voilà, je pense que c'est indispensable. Oui, il est bien. Pardon, vas-y, Karine. Oui, pardon, parce qu'on s'aperçoit effectivement que les missions peuvent être diverses. En discutant avec les confrères d'avocats dans la cité, il y a un confrère qui nous disait moi, ce matin, mes dossiers, c'est celui qui m'a pris le plus de temps. C'est quelqu'un qui est dans un grand contentieux de succession, qui a un avocat, qui est mandaté, qui n'est pas content de son avocat et qui a envie d'en changer. Et ce n'est pas du tout un dossier d'AGI. Donc, finalement, les permanences, effectivement, et ces missions-là, c'est aussi tout simplement des rencontres. Un certain nombre sont des dossiers d'AGI et certains ne sont pas du tout des dossiers d'AGI. Oui. Sachant qu'en l'occurrence, sur cet exemple-là, on touche peut-être d'autres problématiques, qui est la problématique du deuxième avis d'un avocat. Et donc, le deuxième avocat se doit d'être tout à fait déontologique vis-à-vis du premier avocat. Donc, attention, ça pose d'autres difficultés. Mais c'est vrai que la permanence ne veut pas dire AGI. Voilà. Surtout à Paris, où quand même les seuils nationaux sont quand même très bas. Tu l'as dit, 1 200 € pour une personne seule. C'est encore, moi je trouve encore plus bas quand on est 3 personnes, c'est-à-dire un couple avec un enfant. Donc a priori il y a peut-être 2 revenus possibles, c'est 1 700 et quelques. Donc ça devient encore plus compliqué de rentrer dans les critères de l'AGI dès qu'on parle d'une famille ou d'une petite famille à peu d'enfants. Donc c'est à Paris, c'est pas si facile de rentrer dans les critères de l'AGI. Je crois que d'ailleurs, si on suit bien sur les réseaux sociaux, moi je les suis, les autres barreaux, c'est intéressant. Il y a des barreaux très dynamiques sur l'accès au droit, qui ont qui mettent beaucoup ça en avant, mais d'une façon, très positive. Ça peut être la semaine des commerçants, ça peut être, ça peut être une journée spéciale pour les commerçants, URSSAF, machin, cotisation. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que nous, on a une telle puissance. On est le plus gros barreau de France. On a une telle organisation complexe, très complexe, sur les permanences pénales, civiles, c'est énorme. On a des gens, c'est ce que je disais, c'est tous les jours à peu près 50 confrères de permanence. À organiser, c'est très compliqué. Mais c'est bien de chercher d'autres domaines, mais sur l'accès au droit, moi, je pense qu'on a des possibilités qu'on n'imagine même pas. De clientèle. On a trop de personnes encore, par exemple, où sur les permanences, sur les pénales en convocation ou même civiles, en référé, on a trop de personnes qui arrivent sans avocat. Oui, pour le référé, c'est sûr. Pour le référé, c'est sûr. Une petite remarque dont on a parlé. Compte tenu de ce qu'on vient de dire là, avec la possibilité de droit de suite qui était interdit à une certaine époque, qui n'est plus le cas maintenant, etc., il y a quand même une flexibilité et une vraie donc opportunité. C'est le premier message qu'on fait passer pour les confrères et surtout les jeunes. C'est toi, Guillaume, qui me disais ça lorsqu'on a parlé et préparé cette émission, cette webinaire, que c'est bien souvent, surtout pour les jeunes pénalistes, une façon de se mettre le pied à l'étrier et de commencer. Bien sûr. Nous pensons que dans le contrat de collaboration libérale, je pèse tous les mots, il y a de la part du cabinet, naturellement, l'obligation de pouvoir laisser la collaboratrice ou le collaborateur faire ses obligations de formation continue. De même, et ça a un peu disparu du contrat de base, j'allais dire, type actuel, nous pensons que lorsque la collaboratrice ou le collaborateur fait des missions d'accès au droit, il ne faut pas qu'il ou elle soit sanctionné par le cabinet lorsqu'il fait ces missions-là. Et donc, sur le même régime, si vous voulez, que la FCO, on devrait avoir dans le contrat de collaboration libérale, si bien sûr le collaborateur le souhaite, il n'y a pas d'obligation, c'est toujours le volontariat, c'est écrit partout, il n'y a pas de raison que ça change. Mais effectivement que dans ces conditions-là, il puisse y avoir cette non seulement absence de sanction, mais même cette facilité qui soit donnée par
le cabinet. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est possible avec la formation. C'est possible avec les dossiers perso, de toutes les façons, des collaborateurs. Donc, mais c'est vrai que là, on le sait, parfois, il y a des discussions. C'est pas de la formation. C'est pas un dossier perso, puisque par définition, il n'y a pas de dossier encore identifié. Donc, voilà, on devrait rendre la chose très claire. Pas de zone grise. Hein. On est dans quelque chose qui rentre dans la mission de l'avocat et pour les jeunes notamment, avoir cette disposition-là, ça nous paraît être quelque chose d'intéressant. Ça rentre dans notre programme, dans notre proposition d'avoir des contrats préformatés en ligne qui soient donc toujours à jour hein, et qu'on remplisse juste les cases à remplir et que ça s'édite automatiquement. Il est temps qu'on fasse ça plutôt que de se distribuer des PDF qui sont parfois dans les cabinets vieux de 5 ans ou 6 ans, donc qui ne sont plus à jour. Donc, voilà, on voudrait quelque chose de très simple, qui évite la bureaucratie et qui permette effectivement de valoriser auprès des cabinets et des jeunes collaborateurs ces missions d'accès au droit qui peuvent être très intéressantes. Oui, disons qu'au jour d'aujourd'hui, le jeune collaborateur, il découvre ça s'il le croise. Mais je pense qu'il n'en a pas du tout à l'EFB ou même pendant les... C'est pas... En gros, on est parti d'un côté pro bono, un côté réservé à une certaine clientèle ou à certains confrères et consoeurs, d'accord? Et que, c'est ce que vous portez, je crois, mais je pense que si on veut participer à la vie de son ordre et il faut qu'on retrouve du collectif, ça fait aussi... Ça fait partie, les permanences sont importantes. Mais oui, je pensais à quelque chose, vous voyez, on parlait de l'avocat dans la cité. Mais nous, on a la maison du barreau, il n'y a pas plus au cœur de la cité. Hein. On a la maison du barreau, il y a des étages. Est-ce qu'un jour, on ne pourrait pas faire la journée des fiscalistes, la journée des travaillistes vous avez, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on n'a aucune raison que cette maison du barreau qu'on a au cœur de Paris, où on a des locaux, d'accord, on a des différentes salles de réunion, comme on fait là depuis 50 d'années des rencontres cabinets collaborateurs qui cherchent job à faire, hein, d'accord. Et ben qu'on ait des réflexes, est-ce que qu'on communique sur, parce que avocat dans la cité, c'est fait aussi avec la mairie de Paris. Oui. Est-ce que nous on peut pas avoir nos journées, 2-3 journées, par exemple le droit fiscal, on en parlait, les notaires le font bien. Hein. Un mois avant les déclarations, est-ce que droit du travail, on ne pourrait pas le faire? Est-ce que, voilà, des choses comme ça qui fait qu'on rappelle qu'on est là, qu'on est disponible. Voilà. Et oui. En fait, à un moment donné, dans la profession, il y avait la campagne, le réflexe avocat. Hein, on doit avoir le réflexe avocat. Ben, si je reprends le terme entre l'accès au droit et l'avocat dans la cité, complètement, tu vois, on a diverses étapes sur lesquelles on doit être peut-être un peu plus présent. Voilà. Oui. Et effectivement, c'est quelque chose dont on a discuté et là aussi, on est assez convaincu par cette approche. L'avocat dans la cité, d'abord un mot sur l'avocat dans la cité. Ça a bougé de place. On était avant sur le parvis d'Hôtel de Ville, et puis le parvis, je crois, a été végétalisé, et donc on n'a pas pu rester. Moi, nous sommes, d'autant qu'on est allé, il pleuvait des trompes d'eau, pas convaincus, franchement, par la place de la Bastille, qui est devenue une place qui tourne plus comme un rond-point, comme partout dans Paris. Donc, c'est très éloigné de tout, en fait. Faut marcher quand même pas mal pour y arriver. Et cette tente un peu au milieu de nulle part, c'est un peu loin. Et finalement, dans la cité, n'a plus que le nom, parce que physiquement, on est un peu à l'écart de la cité, je dirais, plutôt que dans la cité. Donc, il y a certainement une négo à faire avec la mairie de Paris pour être peut-être un peu mieux placé. Mais l'entreprise est vraiment bonne et avec la mairie de Paris, on se doit de continuer. Il n'est pas sûr, effectivement, que nous arrivions à négocier une deuxième, une troisième semaine d'avocats dans la cité avec cette tente qui coûte un peu d'argent, même si pour le service rendu et l'image de notre barreau, franchement, c'est pas un projet qui est cher. Parce que c'est un projet qui va aussi avec la fameuse soirée pro bono dont tu as dit un mot,
qui est offert par la mairie de Paris. Donc, bon an, mal an, et compte tenu de l'intégralité des événements qu'il y a dans cette semaine d'avocats dans la cité, ça vaut le coup de continuer, et nous continuerons pour sûr cela. Maintenant, la question est de savoir si on peut effectivement l'étendre, là encore, en évitant le coût de la tente. Parce que le coût de la tente, c'est presque la moitié du coût total. Pour avoir une tente, bon, et une tente qui n'est pas toujours placée là où on voudrait. Donc, bon, alors effectivement, on a la maison du barreau, on a la maison de l'avocat. Donc, on a la maison du barreau qui est en plein milieu de la cité, c'est même l'île de la cité, la maison de l'avocat qui est sur le parvis du tribunal. On ne peut pas nous louper non plus, je veux dire, quand on cherche la justice. Bon. Donc, on a là des lieux qui permettraient de faire effectivement quelque chose. Alors, il y a des choses faites, hein, les fiscalistes, effectivement. Louise Thiriès nous rappelle sur le chat d'ailleurs qu'il y a la journée des fiscalistes, mais c'est dans les mairies. On peut faire quelque chose peut-être sur la journée du travail, la journée du fiscal, pourquoi pas la journée de la famille aussi, enfin, sur des thèmes qui intéressent directement plutôt les particuliers, c'est vrai, parce que voilà, on est dans l'esprit de permanence et donc d'un déplacement, donc c'est plutôt ça que des entreprises qui vont y aller, quoi qu'en fiscal. Hein, pourrait très bien y avoir aussi des chefs d'entreprise. Et donc, effectivement, faire ça tout simplement dans nos locaux, ça serait une économie d'argent et ça serait assez facile de le faire sur 3-4 jours, peut-être pas une grosse semaine comme c'est le cas à l'avocat dans la cité. Hein. L'avocat dans la cité, c'est du dimanche au lundi, hein, donc il y a le week-end en plus. Là, peut-être pas les week-ends parce qu'on ne va pas prendre les pompiers, les salariés de l'ordre à faire travailler le week-end, ça nous coûterait aussi de l'argent, mais sauf si les manifestations sont un vrai succès, sinon voilà, on fait ça. Et je pense qu'effectivement, avoir rythmer l'année avec des journées ou des laps de temps thématiques pour des consultations et des permanences et des consultations gratuites, ça serait très intéressant. Et puis, tu parlais des mairies. Hein. Les mairies, c'est très important aussi. On n'est pas présent tout le temps. D'autant moins, pardon de t'interrompre, mais d'autant plus que les juges de proximité sont plus dans les mairies. Oui. Donc, ça, le nouveau palais a modifié quand même la circulation des gens. Hein. Comme on le disait, alors, tout ça repose sur la base du volontariat, d'accord ? Oui. On est quand même 34 000. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Hein. Il n'y a aucune raison. Ça demande que ça soit valorisé, peut-être en formation continue, en ordre de formation continue. Voilà. Oui. Ça demande que les confrères et les consoeurs puissent donner leur carte et avoir des clients, suivre les dossiers. En fait, ça demande une dynamique. Ça demande, par exemple, si on met plus de permanence, d'astreinte pénale qui soit commis d'office immédiatement. Voilà. C'est-à-dire que ça demande une vraie dynamique, mais où on se dise, voilà, en fait, pour reprendre ce qu'on avait dit au début, c'est bien des nouvelles activités, mais notre activité, notre cœur, conseil, avocat conseil, toute matière, on doit être le plus proche de nos concitoyens dans Paris. C'est-à-dire que, voilà, certes, il y a des cabinets d'avocats, il y a quelques boutiques cabinets, on est d'accord, chacun, c'est une profession libérale, exerce sa profession comme il l'entend et dans son domaine d'activité, mais le fameux réflexe avocat, il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Voilà. Et on pense collectivement qu'on peut mieux faire ce qu'on a. Enfin, on a tous à mieux faire, hein. C'est pas une critique de ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on peut se projeter un peu plus, d'une façon un peu plus dynamique. Voilà. Alors, on a utilisé la moitié de notre temps, donc on voit effectivement que l'accès au droit, c'est un axe très important à développer. Tu viens de dire le réflexe avocat, il faut qu'il y ait quelqu'un en face, c'est un axe important d'influence aussi pour nous. Hein. L'influence, c'est un axe important de notre programme. Et l'accès au droit, c'est l'image du barreau de Paris, c'est l'avocat acteur de la société civile. Donc, déployer l'offre, des bus, donc barreau de Paris, un peu partout dans Paris, tous les jours,
des avocats dans la cité, peut-être plusieurs fois par an et ailleurs, une plateforme de prise de rendez-vous en ligne, des événements thématiques à la maison du barreau, et donc un besoin pour tout ça d'inciter les confrères à se mobiliser en leur clarifiant le droit de suite, en incitant aussi les cabinets à se mobiliser et donc rajouter une ligne dans le contrat de collaboration pour valoriser aussi l'accès au droit, comme on rappelle aux cabinets que les collaborateurs sont tenus de faire leur formation continue et qu'ils doivent avoir du temps pour ça. Et puis tu disais la formation dès l'EFB, c'est vrai que c'est important si on veut que les avocats se mobilisent dès le début de leur exercice sur l'accès au droit, vraiment leur donner les clés pour que ce soit possible, ce qui est possible, comment ça marche, etc. Donc déployer l'offre de formation en formation initiale, en formation continue aussi, et puis tu disais peut-être une valorisation au titre de la formation continue. Oui. Reste le sujet du fonctionnement financier pour l'accès au droit, avec peut-être on peut peut-être évoquer un petit état des lieux de ce qu'il y a et de ce qui pourrait être fait, puisque Louis et moi, on a aussi quelques idées sur ce sujet. Évidemment, l'économie du cabinet, c'est important. Donc, le fonctionnement financier de l'accès au droit, c'est essentiel si on veut que les confrères se mobilisent sur ce sujet. Alors, oui, sur l'accès au droit, moi je pense qu'effectivement, on va se retrouver, si on multiplie les contacts, on va se retrouver à peu près avec la moitié hors aide juridictionnelle, puisque je rappelle, il n'y a pas d'aide juridictionnelle en conseil. Pas encore. Pas encore, mais voilà. Rêver. Et puis, il y a toute une série de personnes, sociétés commerciales, commerçants, artisans, voire particuliers, qui sont en dehors de l'aide juridictionnelle. On parlait succession, fiscalité, parfois bail d'habitation, droit du travail, enfin voilà. Donc ça, c'est à nous de savoir capter cette clientèle. Alors peut-être d'ailleurs, peut-être par une réflexion, on parlait là, sur... ça pourrait être une vraie discussion. Un premier rendez-vous gratuit, ce qu'on appelle la rencontre, et ensuite on pousse un rendez-vous, une demi-heure, 60 €. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de honte. Enfin, il y a bien des médecins généralistes qui reçoivent 10-20 personnes dans la journée. Par exemple, il n'y a aucune honte qu'à un moment donné, quand on est de permanence, si on est des rendez-vous à 50-60 €, ou parce que parfois aussi, notre conseil, c'est de dire, bah là, il n'y a pas de matière à contentieux, c'est plus de la stratégie, ou c'est plus ou aller vers la médiation, tu vois, des passerelles. Je veux dire, que l'avocat, on sait que ça vous coûte 60 € ou 50 € hors taxe, la demi-heure, etc., et qu'on bascule ensuite sur médiation, etc. D'accord ? Donc, il y a cette partie. Peut-être, on sait que l'avocat est cher. Alors, parfois, il est cher parce que les problèmes sont lourds, il faut dire les choses. C'est pas, c'est-à-dire que c'est pas du consumérisme. A priori, si on divorce, si on a un problème avec ses enfants, on ne souhaite pas à des gens que ça leur arrive 3 fois dans leur vie, quoi. Enfin, voilà. S'il y a un dépôt de bilan, s'il y a un contrôle fiscal, si un jour on est cité dans une affaire pénale, sauf à vraiment faire un acte de délinquance, etc., a priori, on ne vous souhaite pas que ça vous arrive souvent. Donc, dans ces cas-là, l'avocat peut être cher, enfin, dans une information qu'il donne. Mais il y a plein de petites choses du quotidien qu'on peut peut-être résoudre ou aider à résoudre avec des tarifications intéressantes. Donc ça serait hors AJ. Ensuite, il y a l'AJ. Alors l'AJ, là, par contre, c'est plus du côté des avocats. Parce que quand est-ce que je suis payé ? Alors déjà, je ne suis pas énormément payé, c'est vrai. Bon. L'UV, 36 €. Le nombre d'UV par dossier, dans le cadre juridictionnel, plus ou moins élevé, voire pas très élevé. Et voir, alors on a l'exemple du pénal qui peut être, s'il y a un renvoi, ça peut être dans les 3 mois, du JAF qui peut durer 1 an et demi, du prud'homme qui peut durer 2 ans, je ne parle même pas de l'appel. Donc voilà, donc on a, qu'est-ce que l'ordre peut faire par rapport à ça ? Alors il y a 2 pistes, on en avait parlé. Oui. Il y a être payé plus vite, payer en 8 jours. Moi je pense qu'être payé en 8 jours, on doit pouvoir y arriver. Oui, alors peut-être pour rappel, parce que tous ceux qui suivent ne sont peut-être pas tous férus des questions d'AJ.
juste me permet de redresser le tableau un tout petit peu. Sur les délais de paiement, on est entre 1 et 3 mois après le dépôt de l'AFM, donc de l'attestation de fin de mission du confrère ou de la consoeur. Et effectivement, l'idée que nous avons eue avec toi a été de se dire, mais est-ce que l'ordre ne pourrait pas avancer ce paiement, d'autant plus que c'est l'ordre qui s'occupe de le payer. Les CARPA. C'est la CARPA. Pas tout à fait l'ordre, tu as raison de me reprendre, c'est la CARPA. Mais bon, on va dire que c'est la CARPA qui avance déjà l'argent et qu'ensuite l'État vient rembourser, si j'ose dire, la CARPA. Donc cette avance faite par la CARPA, on pourrait peut-être l'accélérer. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Soit effectivement on fait accélérer l'accord du tribunal, puisque ça se passe avec un accord du tribunal qui donne son blanc-seing pour pouvoir payer, soit s'il ne le donne pas, on prendra nous-mêmes le taureau par les cornes et sans qu'il y ait un risque particulier, si ce n'est un risque dans le temps, de payer en 8 jours et d'être subrogé du coup dans les droits du bénéficiaire de cette avance, les confrères qui auront donc eu leur paiement d'AJ, que ce soit UV ou forfait, pour effectivement récupérer l'argent. Voilà. Mais comme tout ça se passerait entre l'ordre et la CARPA, il y a là quelque chose qui, nous semble-t-il, est tout à fait possible à faire et qui aiderait grandement la trésorerie des cabinets. Oui, il y a eu 2 exemples. Enfin, on pourrait se dire collectivement, les consoeurs et les confrères qui sont rémunérés au titre de l'AJ, dont acte, c'est un droit pour les justiciables, la question n'est pas là. Mais néanmoins, nous savons tous que dans le rapport temps passé rémunération, on est loin d'une rémunération qui pourrait paraître satisfaisante. Donc ça, c'est le rôle du CNB, défendre l'augmentation de l'UV, défendre le nombre d'UV, ça c'est le rôle du CNB. Mais barreau de Paris, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait se dire, toutes nos consoeurs et confrères, peu importe leur mission civile, forfait pénal, AJ pénal, consentement, droit des étrangers, tout le monde doit être payé au plus tard en 8 jours. Voilà. Alors ensuite, on se donne cet objectif, 8 jours. Hein. On sait tous que la trésorerie, c'est fondamental. Déjà, quand on est hors AJ, quand même, quand on a un client, quand on envoie notre facture et qu'il nous paye dans la semaine, c'est quand même appréciable. Et en plus, c'est matériellement possible puisque donc il y a des matières dans lesquelles on est payé en 8 jours. Hein, pour les mineurs, on est payé en 8 jours. Donc, ça devrait être possible partout. Oui. Voilà. Alors, l'ordre devrait dire, c'est ce que vous pourriez, je suppose que vous voulez porter dans votre campagne. Exact. En trésorerie AJ, tout le monde doit être payé en 8 jours à partir de la date du dépôt de son AFM. Le dossier complet. D'accord? Oui, donc, bien sûr, dossier complet. Dossier complet. Donc, 3 possibilités. Soit parce que les forfaits, ça passe par des services de l'ordre, l'AJ, de temps en temps, civil, pénal, passe par le tribunal. Soit on améliore le process, c'est-à-dire d'enregistrement et de paiement. Est-ce qu'il faut mettre quelqu'un de supplémentaire de l'ordre? Est-ce qu'il faut qu'on resserre nos liens avec le tribunal? Comment faire pour que ça soit en 8 jours? D'accord? Soit... Et on y arrive comme ça, et donc tac, dans ces cas-là, la CARPA n'aurait rien à avancer, on est payé en 8 jours, hein, mais voilà. Soit il y a des freins qui sont extérieurs à nous, et nous, effectivement, est-ce que l'ordre ne pourrait pas être subrogé dans nos droits? Et bien moi, comme ça, je sais que l'ordre va recevoir l'AJ à la CARPA dans 3 mois, mais moi, je suis payé en 8 jours. Voilà. Exactement. Ça, que l'ordre puisse être subrogé dans les droits de ceux qui pratiquent, des confrères, pour moi, ça ne pose aucun problème. Hein. On signera un petit papier et puis c'est terminé pour avoir le paiement. Ça, je pense que ça serait... alors, vous savez, chaque bâtonnier apporte... chaque bâtonnier, vice-bâtonnier, part avec beaucoup d'idées et puis après apporte sa pierre à l'édifice, hein, de l'édifice ordinal. Ce que je vous souhaite, si vous êtes élu et si... pendant votre mandat, vous vous dites, ça y est, au moins, on sait que tout le monde est payé en 8 jours, vous aurez apporté votre pierre, en tout cas, à cet édifice-là. Voilà. Oui. Et c'est quelque chose, encore une fois, on l'a déjà annoncé hein, dans notre programme, parce qu'on voulait en parler en
public, effectivement, démontrer que c'est faisable et que c'est un vrai apport. C'est quelque chose qu'on peut faire. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire, je veux dire, localement, si j'ose dire, Oui. à l'échelle du barreau. Et pour ne rien cacher à nos confrères qui nous écoutent, et c'est toi, Guillaume, qui me l'a dit, le barreau de Marseille y arrive. Oui, ils sont payés en 8 jours, oui. Donc, moi, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ça n'est pas possible que Paris n'arrive pas à faire ce que Marseille arrive à faire. Donc, là-dessus, c'est un vrai engagement de campagne. Enfin, je veux dire, faut arrêter de réfléchir. 1 mois, 3 mois, lorsqu'on est... effectivement, c'est pas forcément des grosses sommes, mais c'est aussi souvent des pratiques qui ont besoin d'avoir, qui ont on va dire, une trésorerie un peu tendue. Et donc, il faut dépenser la trésorerie, absolument. C'est pas... Moi, vous savez, il y a toujours dans les factures, il y a les grosses factures, il y a les petites factures. Alors déjà, il faut facturer, mais les petites factures, quand elles rentrent vite, c'est ce qui paie tes cotisations, c'est ce qui paie ton loyer, c'est ça. Concrètement, c'est ça. Hein. Et l'accumulation de petites factures, c'est une grosse facture. Voilà, exactement. Exactement. Un mot sur le CNB et sur l'aspect influence dont Karine a parlé, qui est un point important pour nous. L'influence, c'est non seulement vis-à-vis des pouvoirs publics, naturellement, toutes les actions qu'on doit et qu'on va mener pour naturellement aider l'accès au droit et protéger les confrères qui en font, c'est aussi au niveau du CNB. Et lorsque nous étions au CNB, Karine et moi, c'est-à-dire, j'ai les chiffres du rapport de la Cour des comptes, pour être sûr, je vais bien remémorer, entre 2017 et 2022, donc pendant nos mandats, l'AGI, de façon macroéconomique, est passé d'un budget de 342,4 millions d'euros, je regarde mon écran, en 2017, à 629,8 millions d'euros en 2022. Et encore, je dis 2022, la dernière grosse remontée a été en 2020, donc à la fin de notre mandat. Et on est pile dans le mandat qu'on a fait au CNB. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'AGI à l'époque. Ça faisait donc une augmentation annuelle de près de 13 à 15% chaque année. Donc, il est vrai qu'on arrive aujourd'hui en 2024 à un UV qui est une unité de valeur qui est à 36 euros. On était, moi je me souviens, lorsque j'étais à l'ordre en 2014 à 22 euros, 22,7. Donc, on a eu ces dernières années une belle montée de l'UV, même si ce n'est pas assez, on est d'accord, mais je pense qu'il faut bien comprendre qu'on arrive un peu au bout au niveau des finances publiques d'une période de remontée dont on peut se féliciter. Ce n'est pas suffisant, mais il va falloir attaquer sur d'autres trucs, si j'ose dire. Et les autres choses, c'est peut-être effectivement, notamment pour Paris, alors là je touche à quelque chose qui est un peu plus compliqué, notamment pour Paris, les seuils d'admissibilité de l'AGI. Parce que les seuils d'admissibilité de l'AGI, on en a un peu parlé sur le revenu, il y a 3 seuils, pour mémoire, pour tout le monde, le revenu, l'immobilier et le mobilier, le patrimoine mobilier et immobilier, pardon, et ils sont très bas. Et ils sont très bas surtout pour quelqu'un qui habite Paris. Et moi, je me souviens qu'aux affaires publiques, à l'ordre, lorsque j'ai créé les affaires publiques et que j'ai bataillé pour l'AGI, les députés et les ministres, ils ne comprenaient pas, ils pensaient que l'AGI, c'était quelque chose pour que les avocats soient riches. Et ils disaient, en fait, vous n'avez pas beaucoup d'AGI à Paris parce que les avocats sont riches. Je leur avais dit, mais non, c'est parce que la population est riche, entre guillemets, dans le sens où elle est au-dessus des seuils. Ça n'a rien à voir avec le patrimoine ou le revenu des avocats, l'AGI. Donc, il y avait une révolution copernicienne pour qu'enfin nos politiques comprennent. Ils ont commencé à comprendre, d'où l'augmentation qui a eu lieu dans les années qui ont suivi. Mais pour Paris, effectivement, je veux dire, on est en dessous du SMIC, vivre en dessous du SMIC, être habitant à Paris, dans les 2 millions dont tu parles, avec possiblement le million en plus qui pourrait être localisé en matière de droit du travail parce qu'ils y travaillent, mais c'est tout. Et dans le reste, ils résident ailleurs. Donc, ces 2 millions qui vivent dans Paris intramuros, est-ce que là-dedans, il y a beaucoup de gens qui vivent avec un revenu en dessous du SMIC? Ce qui déjà est au-delà des seuils de l'AGI. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, là je vais prendre les retraités qui peuvent vivre en dessous du SMIC, effectivement, mais qui souvent, après avoir économisé toute leur vie, sont propriétaires de leur appartement.
Bon, le patrimoine immobilier pour l'AJ, je crois qu'on tourne autour de 40 000, 50 000 euros. Est-ce qu'il y a des appartements à Paris? Ils valent en dessous de 30 000, de 40 000 ou 50 000 euros. Non. Quant au mobilier, je crois que c'est 17 000 euros, donc une voiture, et déjà on est au-dessus. Donc, c'est effectivement très compliqué. Ces critères-là sont pas vraiment adaptés à Paris. Voilà. Et là, on a peut-être aussi un rôle à jouer. Je veux dire, le barreau de Paris, au niveau de l'influence, pour essayer un petit peu d'adapter un peu mieux ces critères. En tous les cas, pour les revenus, ça me paraît être nécessaire. Oui, effectivement. Il y a des gens qui ont envie d'être aidés et qui ne peuvent pas être aidés, effectivement, compte tenu de ces critères qui ne s'adaptent pas à la vie parisienne et en particulier, effectivement, au coût de l'immobilier. Ce n'est pas parce qu'on a quelque chose qu'on est riche. On est d'accord. À nous d'être aussi attractifs parfois sur nos politiques tarifaires. Ça, c'est des vrais débats. Alors, on a une profession libérale, il y a une liberté absolue de l'honoraire, on est d'accord. À nous aussi, peut-être d'être attractifs, des honoraires de résultats, des paiements échelonnés, etc. Mais sur vraiment cette partie, c'est ce que je disais, c'est la partie hors AJ, accès au droit, c'est à nous d'être attractifs en étant présents, en sachant que le réflexe avocat, il est possible, numériquement, sur notre site, notre présence, on est là. Parfois, il vaut peut-être mieux payer 60 euros un deuxième rendez-vous, on va un peu au fond des choses, en tout cas oralement, avec les documents, pour s'apercevoir que c'est intéressant ou pas de monter un dossier, d'accord, voilà, et ou peut-être, par exemple, c'est peut-être pas le moment, mais il faudra revenir voir dans 6 mois, enfin voilà, d'accord, un peu de mettre les choses, d'éclaircir un peu les choses, et puis toute l'autre partie, alors en ce moment, on doit être à 800 millions je pense, le budget national de l'AJ, vu les problèmes budgétaires, à mon avis, ça va se tendre. Je voulais faire deux parenthèses. L'intérêt de la subrogation, c'est de ne pas se retrouver, parce que on a eu une alerte là en septembre avec un mail, on a eu un retard de paiement de l'État, on s'en occupe. Si on est subrogé, c'est pas le problème des confrères et des consoeurs, d'accord? C'est le problème de l'ordre. Voilà. Donc déjà, exactement. Ça. Voilà. Mais bon, si on est sur un mois de distribution d'AJ, on peut survivre. En revanche, si c'est des retards qui s'accumulent sur 3 à 6 mois, là, c'est sûr qu'on aura des problèmes, mais il faudra bien que le bâtonnier prenne le taureau par les cornes et aille demander le remboursement à l'État. Enfin, je veux dire, on peut pas... et je voudrais dire, au-delà de tout ça, attention aussi, protégeons notre CARPA. Si justement, parce que la CARPA peut aiguiser des appétits sur les sommes qui ne sont pas les nôtres, d'ailleurs, rappelons, mais ceux de nos clients. Oui. Juste au passage, oui. Juste au passage. Je trouve que la participation de notre CARPA à des subrogations, etc., pourrait renforcer, tu vois ce que je veux dire, son côté, elle participe à l'effort. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas... voilà. Et parce que je pense que, attention, là, on a quelques années budgétaires devant nous qui vont être rigoureuses, et on n'est pas à la merci d'un retour de bâton. Oui, non, mais tu as raison de dire au passage et de rappeler au passage que la CARPA n'est pas que la banque des avocats et des clients, elle fait aussi la banque de l'État, puisqu'en l'occurrence, elle avance l'AJ et elle garantit la présentation des fonds d'AJ avant que l'État ne les rembourse. Une petite incidente, je vois une question qui est posée sur le chat à propos du numérique et tu viens d'en parler aussi, et tu as parlé d'attractivité de nous, avocats. Et à cet égard, nous avons, alors sur un programme qui n'est pas encore tout à fait dévoilé parce que c'est le rythme de la campagne qui le veut, mais nous avons un grand projet de boom du numérique, de digital boom en bon anglais, français, qui comporte à la fois des volets de formation, mais aussi des volets de logiciels gratuits aux avocats. Certains qui sont, je ne vais pas développer, mais ce n'est pas le but de ce webinaire, qui sont sur l'aspect fonctionnalité du cabinet, et puis certains sur la documentation, et donc sur une certaine mutualisation
des coûts et un accès à l'information juridique, qui est la question qui nous est posée dans le chat. Et à cet égard, effectivement, notamment naturellement pour les permanenciers ou ceux qui font de l'accès au droit, à tous, au maximum de personnes, ce que nous voulons, c'est offrir cet accès à une base qu'on co-construirait avec un ou plusieurs éditeurs juridiques. Et à cet égard, j'ai déjà commencé à prendre des rendez-vous ou des discussions avec certains éditeurs juridiques pour monter une base de données qui soit pas la base commerciale de chacun des éditeurs, mais une base faite par l'ordre pour l'ordre et justement pour, si j'ose dire, le travail des permanenciers, le travail, le fond de cuve de l'avocat généraliste, qui permettrait effectivement d'avoir cet accès à cette information juridique sans que ça soit un coût pour les avocats, et donc qui permettrait effectivement aussi de répondre plus rapidement, plus facilement aux consultations juridiques et aux permanences. Avec la digitalisation qu'on aurait sur place. Je sais aussi qu'il y a au niveau des permanences, c'est un peu différent, mais si je prends la permanence pénale, le pénal d'urgence, je crois qu'on tourne avec peut-être deux ordinateurs portables. Enfin, on marche sur la tête. Là. Non, on n'a pas l'ordinateur portable, on a les ordinateurs fixes. Oui, fixes, pardon. Bon, même pas portable, mais enfin, je crois qu'il y en a un ou deux, c'est tout. Alors, non. Il y en a eu plus pendant les JO, là. Mais non, maintenant, la permanence pénale, normalement, chaque confrère de permanence a un ordinateur. Oui, d'accord, mais sur les référents. Sur les référents, il y en a un. La vraie question, c'est plutôt ce que j'appellerais mise à jour de nos modèles d'écriture. Oui, alors ça, le soft. Et le fond, c'est-à-dire le soft, oui, le soft et les programmes, oui, voilà. Mais le dur aussi, si j'ose dire. C'est pas au prix d'un ordinateur aujourd'hui qu'on doit se limiter. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas, on peut le dire, on n'a même pas un code pénal, donc physique. Donc il y a un peu c'est pas non plus des gros investissements, nous semble-t-il, et on devrait rendre la vie de nos permanenciers et de nos référents, parce qu'à Paris, on a des référents, effectivement, vu le nombre, vu la tâche de travail, on a des référents, effectivement, qui sont aussi rémunérés, pas comme les permanenciers, mais il y a une rémunération, donc tout ça compte dans le budget d'AGI, naturellement. Alors, en fait, j'ai regardé, les référents sont payés dans le cadre d'une allocation supplémentaire d'1 million d'euros. De la CAPA. Voilà, que nous donne l'État. On a 1 million d'euros pour organiser en plus. J'ai regardé les chiffres ce matin, c'est 1 million en plus, et au titre de l'AGI, on en parlait, tous les UV redistribués, on est à 5 millions. Oui, c'est ça. On est à 5 millions. Mais c'est 1 million en plus parce qu'on a des charges et des produits, on avance par la CAPA. Exactement, parce qu'on s'est engagé. Si ma mémoire est bonne, parce que tu vois quand même, moi aussi, j'ai des vieux réflexes là-dessus. Et puis l'argent, je ne sais pas pourquoi, je fais toujours attention. Donc, sauf erreur, on tourne effectivement autour de 5 millions avancés par la CARPA, mais on récupère 4, et donc il y a 1 en plus à demander pour les référents. Mais franchement, par exemple, sur ce qu'on entend parfois, l'avocat commis d'office, pas moins bien que le choisi, etc. Franchement, nous, barreau de Paris, 34 000, avec le nombre de confrères compétents qu'on a, les jeunes qui arrivent, qui ont fait au pénal, par exemple, qui ont fait le concours de l'école de la défense, tu vois ce que je veux dire? On arrive à un niveau maintenant. Si nous, on ne peut pas monter en puissance, en qualité, et dire maintenant, le barreau de Paris, c'est l'exemplaire des permanences civiles et pénales, c'est franchement, je veux dire, on peut être très exigeant avec ce qu'on fait. Il faut que les confrères et les consoeurs qui y participent le soient. Mais franchement, je pense qu'on a tout notre barreau, et on serait très fiers pour monter, comme on l'a fait depuis plusieurs années, mais continuer et être un peu la référence en défense d'urgence ou en défense AGI civile, etc. Enfin, franchement, il n'y a aucune raison. Il y a des confrères aussi, des consoeurs qui ont des diplômes de spécialité qu'il faut valoriser aussi.
Enfin, il y a aucune raison que des confrères qui ont des spécialités ne soient pas valorisés là-dedans. Enfin, je trouve, moi, j'ai pas. Et je pense que l'État, attention, l'État est exigeant avec nous, hein, et que nous, on doit montrer qu'on est capable collectivement, pour pas tomber dans un piège de ce qu'on en parlait, des avocats dédiés, salariés, parce que l'État pourrait un jour avoir ce réflexe. Hein. Oui, on a eu ces discussions par le passé. J'en profite pour dire à tout le monde qu'il reste 3 minutes. Donc, si vous avez des questions, posez-les sur le chat. Mais un mot là-dessus sur l'exemplarité de notre gestion. Paris reste le barreau le plus important en termes d'AGI, hein, pour un seul et même barreau. C'est nous qui recevons le plus, même si, il faut le dire, comparativement au nombre de personnes qui vivent à Paris, les 2 millions, on est un des moins bien lotis par tête d'AGI, hein, par rapport au reste de la France. Ça, c'est évident, puisque c'est le niveau de richesse des justiciables qui compte. Mais ce qu'on veut dire là, c'est qu'effectivement, certains se plaignent parfois d'une certaine lourdeur au niveau de l'ordre, de l'AGI, etc. On peut aller plus vite, on peut faire mieux, mais en revanche, il faut absolument qu'on soit irréprochable dans notre gestion. Parce qu'on le sait, l'État ne voit pas forcément l'AGI d'un très bon œil et n'attend qu'une seule chose, c'est de récupérer la gestion de tout cela. Nous en avons cette gestion. C'est une problématique donc de confiance et d'influence, hein, comme on disait tout au début, entre le barreau et l'État. C'est quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup, de préserver ce mécanisme, de préserver notre organisation. Il n'y a rien de caché, hein, dans l'AGI. Nos comptes sont faits et sont rendus à l'État, contrôlés par la Cour des comptes, qui fait un rapport qui est mis en ligne, tout le monde peut le voir sur le site de la Cour des comptes. Donc, c'est important aussi de rappeler que nous sommes dans une gestion irréprochable avec une CARPA qui est aussi avec une gestion irréprochable. À Paris, en tous les cas, je pense qu'on peut s'enorgueillir de cela. C'est important de le rappeler si on veut garder cette autonomie financière. Oui. On arrive à la fin de notre temps. Merci à tous de nous avoir suivis. Guillaume, un immense merci de ces échanges. J'en prie. Et puis, donc, à tous ceux qui sont connectés, au plaisir de vous retrouver mardi prochain. Et mardi prochain, notre thème sera celui de la collaboration. Agir pour la collaboration. Et le mardi suivant, j'en profite pour vous annoncer que ce sera agir pour l'égalité. Donc, au plaisir de vous voir mardi prochain à midi. Merci à toutes et à tous et merci beaucoup. Guillaume. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.